Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud Koffler. Ravi de vous retrouver ce matin. Alors Yvan Rioufol, l'actualité, la grande actualité de cette semaine, c'est la colère des agriculteurs. Ce sont ces mobilisations qui reprennent depuis hier, mais depuis en réalité plusieurs jours dans certaines régions de France. Est-ce que vous pensez que la colère des agriculteurs peut inquiéter le pouvoir ? Si j'étais le pouvoir, je m'inquiéterais en tout cas, car en effet, les agriculteurs, au-delà de leurs revendications sectorielles, sont le visage symbolique et sympathique d'ailleurs de cette France qui ne veut pas disparaître. Il y a chez eux une charge affective, émotionnelle qui est énorme, qui se lit à travers les sondages qui très majoritairement soutiennent ce nouveau mouvement de colère, d'autant que les agriculteurs, me semble-t-il, à la lecture de l'élection de Donald Trump, et donc de la victoire des enracinés contre les déracinés, si je puis dire, sont dans le vent de l'histoire. C'est-à-dire que les agriculteurs, quand ils défendent leurs terres, ils défendent aussi, dans le fond, ce qu'est la France millénaire. Donc il y a ce contexte qui est très porteur et qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait la théoriser en disant que c'est la revanche des ploucs, puisque c'est ainsi qu'il se fait, que ces agriculteurs sont caricaturés, la revanche des ploucs contre les élites. Et c'est un petit peu cette revanche qui se lit un petit peu partout, et également maintenant en Amérique du Nord. Ouais. Et alors donc, ce que je dis là n'est naturellement pas très original, mais enfin, j'imagine que Michel Barnier sait tout cela. J'imagine également que Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, sait tout cela. Lui qui a dit qu'il exigeait une tolérance zéro de la part des manifestations des agriculteurs. Je pense qu'il est bien imprudent là-dessus, malgré tout, car en tout cas, le gouvernement se sait, et Barnier le premier, se sait sur un siège éjectable, tant le pouvoir est fragile, il est à la merci de l'humeur populaire, il est à la merci même plus particulièrement de l'humeur du Rassemblement national, qui n'a pas apprécié très dernièrement les méthodes du parquet national financier, qui dans ses réquisitions, si elles étaient suivies, signerait la mort de Marine Le Pen, naturellement. Donc on peut imaginer également qu'il y ait des mauvaises humeurs qui pourraient dépasser ce mouvement syndical, ce mouvement corporatiste, pour devenir un mouvement politique. Moi, ce que je vois de plus intéressant, d'ailleurs, dans ce moment un peu conflictuel qui s'annonce, c'est que Michel Barnier a demandé en urgence à ce que l'on ressorte les cahiers de doléances qui avaient été demandés il y a 6 ans après la révolte des Gilets jaunes, qu'on le ressorte les cahiers de doléances afin de les lire. Donc, ce qui nous fait bien comprendre que ces cahiers de doléances n'avaient pas été lus. Et donc, en fait, le gouvernement se foutait comme de sa première chemise, de savoir ce que les Français en colère voulaient dire quand, le 17 novembre 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans, 6 ans maintenant, 6 ans, pardon, étaient descendus dans la rue pour réclamer également leur propre visibilité. C'est cette même France. Alors, certes, ce n'était pas la France des agriculteurs, pas seulement, c'était une France périphérique, une France rurale, mais c'est cette même France qui conteste à nouveau le système en place. Et donc, je pense qu'il y a dans ce mouvement des agriculteurs une force symbolique qui dépasse même le symbole qu'il représente à travers cette France enracinée. Le mouvement des agriculteurs conjugue un ensemble de crises. Il conjugue la crise sociale, bien sûr, la crise économique, peut-être la crise financière, la crise civilisationnelle, la crise démocratique. Les agriculteurs sont menacés de disparaître par des politiques mondialistes qui sont indifférentes aux peuples autochtones. Et ils sont ce mal français également qui fait peser sur les entrepreneurs. Ce sont aussi des entrepreneurs qui font peser sur les entrepreneurs des fardeaux de charges, de normes, de contrôles qui découragent et les rendent naturellement beaucoup moins compétitifs que leurs concurrents. Donc ça aide également à comprendre quelle est la force de ce mouvement qui s'enclenche de mon point de vue. D'autant qu'en face de ce mouvement des agriculteurs se dévoile la grande faiblesse du macronisme. C'est-à-dire que le macronisme, lui, s'était construit sur le mondialisme et sur l'européisme. Oui. Or, on voit que Macron est obligé de reconnaître
à travers ce mondialisme qui s'étiole, qu'il est obligé de se plier à la demande protectionniste, qui est en contradiction avec le mondialisme, à la demande protectionniste des agriculteurs. Et donc, vous avez maintenant Macron qui se joint aux agriculteurs pour dire que le traité du Mercosur avec l'Amérique du Sud est un traité léonin pour l'instant. Et vous avez également Macron, l'européiste, qui est obligé de reconnaître qu'il a délégué sa souveraineté à l'Europe d'une telle manière qu'il ne peut plus exiger sa propre souveraineté française, dans la mesure où il n'est pas sûr du tout que son refus du Mercosur, je ne rentre pas dans les détails de ce traité parce qu'on n'a pas le temps, mais ce refus du Mercosur risque d'être imposé malgré tout à l'Union européenne par la France, par la force des choses, et que par la force de son discours qui voulait que l'Union européenne soit une union souveraine. Et donc, Oui. je trouve que Macron se trouve piégé par son idéologie à contre-courant, idéologie mondialiste, idéologie européiste, face à ce réveil des peuples enracinés. Donc, cet alignement des planètes me fait craindre, en effet, une crise politique assez grave. Alors justement, on pousse le bouchon un peu plus loin. Est-ce qu'une crise de régime est envisageable aujourd'hui ? Moi, je persiste à penser, mais je tiens à ce discours depuis longtemps, que nous vivons une période révolutionnaire. Elle ne date pas d'aujourd'hui, mais avec les mouvements successifs que l'on a pu voir, les mouvements sociaux, les mouvements identitaires, on voit bien que le système français, en tout cas, est à bout de souffle et qu'il est maintenant ébranlable par ce que j'ai appelé la révolution conservatrice qui s'engage aujourd'hui aux États-Unis à travers cette victoire de Donald Trump et qui donne un dynamisme, malgré tout, face aux aspirations des autres peuples européens, à peut-être embrayer sur la rébellion des électeurs américains, d'autant que là-bas, le vent de liberté qui s'est mis à souffler nous fait passer, nous montre comme étant un pays éminemment archaïque, où les peuples n'arrivent pas à s'exprimer, où la liberté d'expression est sous contrôle permanent des censeurs. J'entendais Madame Marine Tondelier souhaiter que Twitter, X maintenant, ce qui appartient à Elon Musk, soit mis sous surveillance, voire soit interdit. Enfin, on a l'impression de vivre en Corée du Nord. Je vois que l'Arcom a interdit, on en avait parlé, a interdit 2 chaînes de télévision qui marchaient bien. Et d'ailleurs, je vois que la mobilisation des téléspectateurs sur C8 est assez impressionnante, puisqu'il y a plus de 800 000 signatures pour l'instant. Je vois que, par exemple, des médias alternatifs, dont vous êtes un très bon représentant, trouvent leur succès précisément dans le fait que les Français ne se contentent plus de cette parole officielle. Donc, on voit que la France étouffe, et donc c'est ce qui me fait dire qu'en effet, cette période est révolutionnaire et pourrait porter à des vents qui pourrait mettre à bas, et en tout cas, moi je l'espère naturellement, mettre à bas ce système qui est un système qui ne fonctionne plus. Et ce mouvement de l'histoire amènerait effectivement à la chute des oligarchies, des élites coupées des réalités, et à cette déconnexion qui avait déjà été vue lors de la première manifestation des Gilets jaunes il y a 6 ans, où je vous rappelle que le pouvoir s'était caricaturé dans une arrogance et une violence face à ce peuple sympathique, cette France ordinaire. Je parle des premiers Gilets jaunes, pas du second mouvement, les premiers Gilets jaunes de cette France rurale. Et à l'époque, je me souviens, pour avoir partagé leurs manifestations, à quel point ils avaient été maltraités d'abord par la violence d'État, et puis surtout par les mots blessants qui avaient été ceux du président de la République et de son ministre de l'Intérieur de l'époque, en les traitant de foules haineuses, de peste brune, de lèpre qui monte, sans que les élites ne veuillent analyser les ressorts de cette colère. C'est cette colère-là qui à nouveau se perpétue, me semble-t-il, et qui prend de l'envergure avec tout ce que j'ai essayé de vous décrire du contexte. Donc, pour répondre à votre question, je ne donne pas cher, en effet, alors que Barnier, c'est plutôt quelqu'un que j'apprécie dans son tempérament, mais je ne donne pas cher, en effet, de l'avenir du gouvernement de Barnier, d'autant que j'ai entendu très récemment le Rassemblement national, qui détient les clés de son avenir, dire qu'il envisageait une motion de censure assez rapidement, sans doute après le 49.3 sur le budget, c'est-à-dire dans quelques semaines, peut-être en décembre, peut-être une censure afin de sanctionner malgré tout la politique de Barnier qui, du point de vue du Rassemblement national, et là je le cite à peu près, Monsieur Chenu, dit que Barnier n'a pas acté la rupture dont il était le dépositaire, dans le fond, et qu'il fait du Macron par délégation, si je puis dire. Et donc, il y a cette mesure, ce risque en effet de voir le Rassemblement national s'allier
à l'extrême gauche, parce que ce serait quand même bien cela pour... Oui, mais parce que j'allais vous dire, la France Insoumise, le nouveau Front Populaire, avait soumis aussi une motion de censure que le RN n'avait pas votée. Jusqu'à présent, le RN ne veut pas se mêler à la France insoumise. On peut le comprendre, en effet, ce sont des mauvaises fréquentations. Mais à partir du moment où les deux mouvements ont un but commun qui serait celui, effectivement, d'ébranler, voire de faire tomber le gouvernement, on peut s'attendre, enfin moi, en tout cas, j'observe que le Rassemblement national lui-même n'exclut plus de voter une motion de censure qui n'attendrait pas les échéances. On avait dit que la motion de censure pourrait venir en juin ou en juillet, après l'échéance d'1 an qui permettrait des nouvelles élections législatives. Là, il semblerait que le contexte soit tendu à tel point qu'une censure soit envisageable. Et si une censure est envisageable, cela brouille les pistes, parce qu'en effet, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'élections législatives anticipées, donc il faudrait reprendre un Premier ministre, ou alors ça ouvrirait cette autre hypothèse qui court maintenant dans les salles de rédaction, je vois ça, d'une démission du président de la République qui se montrerait incapable, en effet, d'avoir à gérer cette succession de crises et que sa personne elle-même devient répulsive à tout le monde. Donc on arriverait là, plus qu'à une crise de régime, on arriverait là à l'effondrement peut-être même de la Ve République. On n'en est pas là, mais en tout cas, je vois que l'histoire s'accélère et elle me semble qu'elle s'accélère dans le bon sens, si je puis dire, dans le sens où moi je suis de ceux qui décrivent cette révolution conservatrice depuis longtemps, dans les prémices et maintenant dans son aboutissement. Et si elle pouvait aller à ce bout-là, ça me semblerait être une délivrance par rapport à un système asphyxié. Eh bien, à suivre donc. Merci beaucoup Yvan Rioufol. On en reparlera très certainement la semaine prochaine, puisque le mouvement social qui s'est mis en marche, si j'ose dire, risque de s'accroître dans les prochains jours. Merci beaucoup Yvan Rioufol. À la semaine prochaine.